Donc, il nous reste 3 petits quarts d'heure. Je vais vous parler un peu de compositing. Ça peut être un peu complexe, mais je vais essayer d'aller lentement pour que tout le monde comprenne bien. Et alors, je suis passé un peu vite sur le rendu de ce truc-là. Voilà, ici. Donc, je vais vous le montrer quand même rapidement parce que j'aimerais pas faire une impasse là-dessus. Ce serait dommage. Voilà. Donc, ça, c'est le truc que j'avais modélisé avant, tel que je vous l'ai montré l'autre jour. Hein. Et alors, je vais virer ce truc-là derrière dans un premier temps pour vous montrer ça. Voilà, et je vais virer tous les matériaux, comme ça je vais les refaire. Paf, 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 et pof, voilà. Donc le Cycles, qui est le nouveau moteur de rendu donc, de Blender, qui est presque physiquement correct, a cet avantage qu'on peut aussi le lancer, vous le voyez, alors c'est un moteur de rendu itératif, c'est-à-dire que via des passes, il va aller redéfinir le rendu progressivement en rajoutant des détails, des détails, des détails. C'est la raison pour laquelle vous le voyez ici, j'espère, oui, avec toutes les bourdes qu'on a eues aujourd'hui, hein, je suis bien content que ça marche. Donc, on voit ici qu'il y a encore du grain, tout simplement parce que dans les paramètres de rendu ici, il n'a fait que 10 passes. On le voit ici, d'accord? Plus il va faire de passes, plus ça va être long, plus ça va être clean. C'est pas plus bête que ça. Si je le monte à 100, vous voyez, on a ici le nombre de passes qui augmente, alors que tout à l'heure j'étais fixe au bout de mon curseur, et plus ça va, plus ça devient clean. D'accord? Je vais virer aussi ce truc-là. Remove, voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais d'abord, dans un premier temps, déterminer en quoi est mon élément, ici. Alors, bon, j'ai encore cet élément qui est là, donc c'est le fameux truc dont je vous avais parlé tout à l'heure, là. Hop, je vais le virer pour l'instant, et il doit avoir son copain de l'autre côté. Là, voilà. Donc pour l'instant, je n'ai aucun matériau particulier. J'ai juste du gris, quoi. Oups. Voilà. Donc, en cliquant sur cet élément-là, pendant que je suis en train de travailler, c'est ça qui est intéressant avec Cycle, c'est que c'est un super joujou, hein, on travaille, on voit son rendu, on n'est plus obligé de lancer un rendu en fait pour voir ce qui se passe, et le rendu qu'on a là-dedans sera identique au rendu qu'on aura à la fin. Donc on gagne énormément de temps. Je vais rajouter ici un premier matériau, et on a différents types de matériaux. On a là-dedans des émissions, dont en fait le but est d'envoyer de la lumière, des lampes torches, du feu, des choses comme ça. On a des éléments comme les glossy, qui permettent en fait de faire des réflexions. Donc là, vous voyez, tout le monde se reflète dans tout le monde, donc c'est un peu le bazar, hein, c'est pour ça que c'est pas très très joli. On a la possibilité d'avoir des matériaux de type diffuse, c'est le truc le plus basique, hein, c'est-à-dire la lumière tape dessus, ça rebondit, ça se diffuse. Et puis on a la possibilité d'avoir un matériau ici qui va m'intéresser tout particulièrement, qui est le matériau glace, c'est-à-dire en fait du verre. D'accord? Alors, quand j'ai fait mon... Hop, il est ici? Oui, il est ici. Tout à l'heure, on a vu comment utiliser le modificateur Solidify, qui, je vous le rappelle, a pour but de donner de l'épaisseur à des éléments qui, à la base, n'en avaient pas, qui étaient blancs. Et le Solidify a une particularité très intéressante, c'est qu'il a la possibilité de dissocier les éléments d'origine, donc les faces que j'ai modélisées, les éléments qui sont de l'autre côté, les éléments d'origine, c'est-à-dire en fait ceux qui sont relatifs à l'épaisseur, et aussi les éléments qui sont sur la tranche. On peut voir ici qu'on a les faces d'origine. Si je me retourne de l'autre côté, ben, on a les faces qui sont dues à l'épaisseur, mais on a surtout aussi les faces qui vont se trouver ici, qui sont un peu plus sombres ici. Et on a la possibilité en fait de mettre des matériaux différents sur ces trois types d'éléments. Face d'origine, face extrapolée entre guillemets, et les faces qui sont sur la tranche. Ça se fait ici. On a la possibilité de déterminer quel matériau sera utilisé pour les faces de l'épaisseur. Donc ce qui s'appelle ici l'offset material, enfin pardon, le generated face, excusez-moi, donc les faces générées, celles qui n'étaient pas d'origine. Et ici, les rim face, donc les faces de la tranche. Ici, je lui ai dit que je voulais utiliser le 0, le matériau 0 pour les faces générées, donc celles qui sont de l'autre côté, et le matériau numéro 1 pour les faces qui sont sur la tranche. À quoi ça correspond? Regardez ici, j'ai pour l'instant un seul matériau, je vais l'appeler glace par exemple, mais si je clique sur le petit 1, ici j'ai la possibilité d'avoir un nouveau champ de matériaux qu'on appelle un slot, et donc ici c'est le matériau 0, et ça c'est le matériau 1. D'accord?
Donc le matériau 0 qui est utilisé pour les fast generated, c'est le 0, il est là, donc c'est lui. Et le matériau 1 qui est utilisé pour la tranche, c'est lui. Et lui, par exemple, je vais pouvoir lui dire, ah bah tiens, toi, comme tu es un peu chez Tron, hein, tu vas émettre de la lumière. Donc je lui dis que c'est plus un diffuse, mais que c'est un émission. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus de patates déjà. Et puis comme du coup c'est les gentils, il émet du bleu. Et là, du coup, vous voyez, tout de suite, toutes les tranches deviennent toutes bleues et émettent de la lumière en plus. Elles émettent vraiment, c'est-à-dire que si vous posez un objet à côté, il va être éclairé en bleu. D'accord? Donc là, assez rapidement, vous voyez, vous avez déjà un truc qui est déjà pas mal dans le style du système, hein, d'accord? Juste parce que vous avez un matériau glace à la base, que vous pourriez d'ailleurs mettre aussi un petit peu en bleu, hein, parce que là, il est blanc, et voilà, on va le mettre un peu en bleu. Mais il est et réflectif, on voit par exemple que ici ça se mire à l'intérieur, hein, d'accord? Et réfractif, parce que quand on regarde à travers, il a un coefficient de réfraction de 1,45, donc on a des légères déformations. Ok? Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que les éléments qui sont, donc celui-là je vais l'appeler, hop, alors, pendant qu'il est en train de calculer, du coup la machine est un peu ralentie, donc je vais le couper, voilà. Je vais l'appeler Emit Blue. Excusez-moi, je mets toujours les trucs en anglais parce que c'est mon cerveau qui marche comme ça. Comme c'est un soft en anglais, j'écris tout en anglais, comme ça il marche que dans une langue et je travaille plus vite en fait. J'ai remarqué ça. Donc, je vais sélectionner ce truc-là et je vais lui dire, bah toi aussi, tu vas prendre l'Emit Blue. Et puis toi qui es là-bas, ouais, des premiers coups. Toi aussi, tu auras l'Emit Blue. Et du coup, maintenant, si je lance le rendu et que je regarde ce que ça donne à travers, je me retrouve avec ça. Ça va pour tout le monde? Ouais. L'élément qui se trouvait à l'extérieur de l'autre côté, donc l'espèce de tribune qu'on avait, eh ben, lui aussi, je lui ai mis la texture en émission, du coup elle est tout le temps visible, et c'est la raison pour laquelle quand on lance un rendu, hop, que je vais reprendre ici, voilà, on va voir effectivement à travers, donc là c'est exactement ce qu'on a fait ici, hein, on va voir à travers en fait cette espèce de, pendant qu'il rend, on peut même faire joujou, c'est ça qui est drôle, faut pas le pousser non plus, hein. Il a un petit peu de mal. Hein. On va attendre qu'il ait fini. Voilà. Donc voilà comment est configurée la scène, c'est-à-dire ça autour, hein, c'est ce qu'on a mis en place tout à l'heure. Et donc là, on voit à travers maintenant ce truc-là ici qui est en mode émission, donc il émet de la lumière et on voit tout à travers. Et les éléments de compositing que vous avez ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il y en a un petit peu plus, hein, comme par exemple pouvoir générer des lens flares à la J.J. Abrams. Hein. Et donc là, on a, vous voyez, remis dans une même scène tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure. La génération de l'espèce de boîte à chaussures, là. Le rendu avec les éléments de type glace et les éléments de type luminescent sur les contours. Donc ça c'est ce qui fait tout de suite le truc, hein, vous voyez. Hein. Vous rentrez là-dedans, il y a des réflexions, on voit à travers. Alors faites attention parce que vous voyez, il y a quand même des limites à mon système. Hein. C'est que quand vous regardez vers le bas, vous voyez qu'il n'y a plus de tribune. Hein. D'accord? Donc il faut penser son faux décor en fonction des mouvements de caméra que vous allez faire. D'accord? Vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur comme ça, et vous voyez, en regardant, alors voilà, je suis hors caméra, enfin, vous voyez à travers, et là vous voyez sur un plan comme ça, vous avez des disparités chromatiques assez énormes quand même, et des gros lens flares et des choses comme ça, vous voyez le public derrière là? Ça aurait été bête de le modéliser quoi. Hein. D'accord? Là pour le coup, ça ce qu'on voit ici, vous voyez, hein, ces trucs là, c'est notre grain de tout à l'heure, hein, le cloud qui était en RVB tout à l'heure. D'accord? Donc vous voyez, il y a de la vie, il y a des spots, il y a même des spots, vous voyez, qui passent à travers le verre, qui se prennent les fameux streaks qu'on a vu tout à l'heure là, qui font des petites croix, hein, comme ça, de lumière. Et donc, quand il n'est pas absorbé, quand la lumière n'est pas absorbée par la réfraction, c'est plus fort, donc on voit les espèces de streaks là. D'accord? Tout le monde comprend le principe? Voilà, là vous voyez, on a une espèce de concaténation de tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Et là maintenant, on va voir le dernier élément qui nous intéresse, à savoir l'incrustation. C'est-à-dire comment se débrouiller pour que... Donc là, je vais uniquement utiliser du compositing. Comment se débrouiller pour que le fond vert qu'on a vu tout à l'heure, qui n'est pas vraiment vert, qui en même temps n'est pas vert partout, parce que vous avez vu qu'il y a des arceaux et des choses comme ça, hein, comment se débrouiller pour essayer de le virer. Donc c'est là où ça va être un petit peu technique, et c'est la raison pour laquelle je finirai là-dessus. Parce que comme ça, vous pourrez vous barrer avant si ça vous gave, ou je sais pas. Donc, hop. Je choisis une image séquence. J'ai 40 images, ça je le sais parce que
je le sais. Voilà. Je le mets là-dedans, donc toujours le système de petite boîte hein, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et je vais réduire la phase de... Alors oui, il y a juste un truc que je voulais vous dire aussi, je vais vous en parler. Je ne peux pas vraiment le caler vraiment bien là-dedans, mais je vous en parle quand même. Je vais d'abord sauver ça, histoire de ne pas avoir perdu ma mise en place. Progresse. Je vais y arriver. Incruste. Allez. On se casse le tronc pour trouver des noms qui veulent dire quelque chose. Je savais bien qu'il n'y avait pas de... Enfin, j'ai un peu de mal à voir, je suis un peu loin de l'écran. Ok. Oui, je voulais vous parler d'un truc, juste par rapport au rendu, parce que je sais que beaucoup dans la salle font déjà du Blender. Faites très attention, depuis la sortie de Mango et donc de la 2.64, et donc de l'avènement de Cycles, ils ont changé un truc qui est un truc qui s'appelle le tile rendering, qui est là-dedans, dans Performance. Voilà, ici. Donc, je vais juste vous en toucher deux mots, parce que vous allez voir que ça peut être assez pratique. Je vais prendre une scène très simple, voilà. Ça, et puis... hop. C'est beau. C'est beau, hein? Eh ouais, mais dans un musée d'art moderne, je te vends ça à 100 000, mon ami. Regarde. Donc, je vais mettre une caméra. Voilà. Et je lance le rendu. C'est beau, hein? C'est encore plus beau. Donc, regardez bien ce qui se passe quand je lance le rendu. Vous avez des espèces de petits carrés qui apparaissent. D'ailleurs, depuis la 2.66, vous avez des bords orange autour. Regardez, c'est beau. Oh. Et ce qui est intéressant, c'est que la taille de ces carrés, en fait, est tout simplement... alors, je vais même le mettre en mode... Là, il n'utilise pas la carte graphique. Enfin, je crois... Ah si, il utilise la carte graphique. La taille de ces carrés va permettre de déterminer combien d'éléments sont contenus dans la mémoire de la machine. Avant Blender 2.63, vous n'aviez pas ce système de petits carrés qu'on appelle le tile rendering, et donc tout ce qu'il y avait dans l'image devait être contenu dans la mémoire. Problème, si vous aviez des milliers et des milliers et des milliers d'objets, parfois ça dépassait du coup la dose maximum de votre mémoire. Notamment, Blender commence à faire, enfin Cycles commence à rendre les poils, par exemple pour les animaux, ce genre de choses, ça prend énormément de polygones. S'il n'y avait pas ça, vous allez blinder votre RAM et vous allez planter. Il faudrait une machine de malade pour pouvoir les rendre. Là, ces petits carrés, ce qu'ils font, donc ces tiles, leur but, c'est qu'ils ne vont contenir dans la mémoire au moment où ils les calculent que la zone qu'ils sont en train de calculer. Là, ils sont réglés actuellement sur 64-64, c'est-à-dire 64 pixels de large sur 64 pixels de haut. Avant Blender 2.63, c'était aussi marqué tile, seulement c'était des facteurs diviseurs, c'est-à-dire que si c'était marqué 8, c'était votre résolution horizontale divisée par 8 et votre résolution verticale divisée par 8. D'accord? C'était pas des valeurs en pixels. Et du coup, vous voyez que ça vous fait des espèces de petits carrés comme ça. Et si on regarde le temps de rendu, on en est à 2 secondes 23. On peut le lire à peu près là-haut. Voilà. 2 secondes et 23 centièmes. Pour trouver une analogie par rapport à ça, c'est un peu comme si vous aviez d'un côté une bassine avec de l'eau dedans, et 20 mètres plus loin, une autre bassine avec de l'eau. Et on vous dit, pour transporter l'eau d'une bassine à une autre, on va te donner un verre. Un petit verre comme ça. D'accord? Et c'est un verre qui fait 64 millilitres. Je vous fais une analogie avec ça. Hein, d'accord? Et ce que vous allez faire un aller, vous remplissez, vous reversez. Un aller, vous remplissez, vous reversez. Vous allez faire le transfert de toute la flotte, si vous ne prenez pas les pieds dans le gazon. D'accord? Mais par contre, ça irait quand même vachement plus vite si on vous avait filé un truc qui faisait 2 litres. D'accord? Et bien, dans la mémoire de la machine, avec Blender, c'est exactement la même chose. On contient moins de choses, mais du coup, on fait plus d'allers-retours pour les transférer. Et donc, parfois, on met plus de temps à faire l'aller-retour que de remplir le verre. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, ici un rendu qui fait 1920 1080, je vais rester à 50, pardon. Alors, je vais faire 960, pardon, ça fait 960 540, c'est-à-dire 1920, excusez-moi, divisé par 2, et 1080 divisé par 2, comme ça je serai à 100%. Regardez bien, il a mis 2 secondes 27. Maintenant, je vais lui dire de faire la même chose, mais au lieu de lui filer un verre, je vais lui filer un seau. C'est-à-dire que je vais lui dire, fais moins d'aller-retour, mais par contre, stocke plus d'éléments.
Je vais lui dire par exemple que je veux faire 940, c'est-à-dire la moitié, enfin la largeur de mon image, divisé par 2. Donc cette fois-ci, j'ai un saut qui fait 470 millilitres et pas 64. Et la même topo, j'ai 540 de haut et je le divise par 2. Divisé par 2. Voilà. J'étais à 2,27, je suis à 1,67. Voilà. J'ai divisé quasiment par 2 le temps de rendu pour la même image. Tout simplement parce que j'ai pris un saut plus gros. Oui? J'ai vu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas compris pourquoi, qu'il fallait mettre plutôt des puissances de 2. Alors, si ton image fait une puissance de 2, oui, parce qu'en fait, c'est simplement parce que les transferts entre la mémoire, entre le bus processeur et le bus mémoire et le bus GPU marchent avec des puissances de 2. Voilà, c'est toute opération logique dans un ordinateur est toujours réduite à une puissance de 2, parce que c'est en nombre de bits, c'est toujours calculé en puissance de 2. Donc effectivement, si tu fais ça, ça peut aider. Ça va surtout t'aider si tu veux, si tu mets par exemple 504 ici, tu vas avoir un gros morceau, puis un petit... Enfin, bon, je te fais 850, voilà. Regarde, il y a un gros morceau et un petit morceau, tu vois. Dans ces cas-là, tu n'auras pas une répartition très très identique. Alors, il faut faire gaffe, là j'utilise la carte graphique, d'accord? La carte graphique, comme tu peux le voir ici, va me calculer 960 divisé par 2, je le fais, hein, je suis feignant, voilà, 480. Comme tu peux le voir, il calcule un carré, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. D'accord? Il se concentre sur un carré. Si tu passes maintenant en mode CPU, donc c'est le processeur qui va calculer, il calcule les 4 en même temps. Il répartit la charge. Mais si on avait 2 GPU? Si tu avais 2 GPU, oui, il en calculerait peut-être 2 en même temps, ouais, tout à fait. Voilà, mais non, bientôt, dans 2 semaines normalement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux trucs qu'on voit parfois sur le net, aux tests ou ce genre de choses. Parfois, c'est pas les mêmes conclusions si tu es en GPU ou si tu es en CPU. Si c'est la carte graphique qui calcule, c'est pas les mêmes bidouilles à faire que si c'est le pros. Voilà. Donc tu vois, là, un truc comme ça, tu pourrais te dire, ça sert à rien. Alors tu vois, là, tu as 2,74 en CPU, alors que si tu le mettais effectivement avec 64, ça va être encore plus flagrant, donc les valeurs d'origine. Hein. Là, tu es à 1,80. Non, j'ai dû faire un truc étrange. Donc, faites attention, c'est toujours bien optimisé, mais faites attention les trucs qu'on trouve sur le net, parfois, ce qui est dommage, c'est que c'est en fonction de la config du gars. Voilà. Il y a Andrew Price là, de Blender Guru qui a fait tout un pataquès là-dessus. Pour moi, la moitié de ce qu'il raconte, c'est pas vrai, parce que c'est pour sa machine, quoi. Voilà. Et ça marchera pas chez tout le monde. Ça marchera pas en fonction de si tu as une carte graphique, si tu as 2 cartes graphiques, si tu as un pros quad-core ou un pros dual-core, ça se réglera pas pareil. C'est à faire au coup par coup, et c'est pour ça, normalement, que dans l'optimisation des rendus comme ça, il y a des directeurs techniques qui sont là pour ça, justement. Qui sont là pour optimiser ce genre de choses, en toute logique. Si tu as une image avec beaucoup de vide dedans, ça va aussi... Exactement. Il y a aussi la possibilité de choisir, je ne sais même plus où c'est, voilà, le tile, savoir où tu le commences. C'est bottom to top, donc là c'est center, c'est-à-dire ça va vers le dessus. Il y a un truc qui s'appelle right to left, voilà, c'est-à-dire qu'il commence là et il fait ça. Voilà. Il y en a un autre sous Mental qui s'appelle le Mitchell, je crois que c'est statistiquement fait pour que tu chopes à peu près tout le monde en même temps, mais il n'y est pas dans celui-là. Donc voilà, ce genre de truc, il faut faire très attention parce que malheureusement, tu ne peux pas définir une règle. Ça marche pas comme ça. C'est en fonction de ta machine, en fonction de ta scène. Oui? Donc en fait, le tile, c'est surtout utile quand tu as des grosses scènes. C'est surtout utile quand tu as des grosses scènes, mais du coup, si tu veux, ils l'ont réglé de base pour que on puisse justement calculer des grosses scènes chez tout le monde, mais c'est pas optimisé pour toutes les scènes. Donc du coup, ça vaut le coup, si tu veux, parfois, de bidouiller ce truc-là pour voir si tu gagnerais pas un peu, quoi. Et quand je dis un peu, parfois, tu gagnes 300%. Hein. Il y a des temps de rendu, parfois je les divise par 3 en bidouillant ce truc-là, hein, en fonction de ce qu'il y a dans la scène. Hein. Donc divisé par 3, quand tu as 20 heures de calcul, tu vois, c'est pas anodin. Hein, il y a un moyen de savoir quel chiffre utiliser par rapport à quel... Malheureusement, il n'y a pas de règle. Il y a des règles, il y a des indices techniques si tu veux, mais il faut comprendre comment fonctionne le ray tracer. Voilà, c'est pour ça que c'est le boulot des directeurs techniques de régler ce genre de truc-là, parce que les directeurs techniques, ils savent ça normalement. Voilà. Quand j'étais directeur technique, mon boulot c'était ça. C'était de dire, je te règle ça, le ray tracer, je t'envoie 15 rayons au lieu de 30, et puis au final, je te descends les temps de rendu de 3 semaines à 2 jours. Quoi. Voilà, ça fait partie de mon boulot à une époque. Mais voilà, tout comme tu fais aussi des tests sur les transferts de données en réseau, tu
vois, par exemple, quand tu enregistres en image PNG plutôt qu'en TIFF, la compression du PNG prend plus de temps que le TIFF, mais le fichier est plus petit. Si tu travailles sur des serveurs distants, est-ce que du coup tu vas perdre un peu en temps de compression, mais tu vas gagner en temps de transfert? Donc tu vois, c'est tout un tas de tests à faire aussi pour qu'à la fin tu dises on travaille avec ça, et pas autre chose. Parce que plusieurs solutions sont viables à chaque fois. Mais la méthode la plus optimisée prend du temps à trouver. C'est pour ça qu'on fait toujours plein de tests. Et puis à la fin on dit c'est comme ça, et puis c'est nous les chefs, et vous ferez tous comme ça, la bande de graphistes. Et pourquoi juste Oui. on fait un 100% de 940, 580 plutôt que de faire un 50%? Ah, parce que 50%, tu vas calculer la moitié de la taille. C'était juste pour tomber. D'un 1080, enfin d'un 1080. Ah, c'était simplement, si tu veux, parce que je voulais tomber sur un chiffre rond pour comprendre que je faisais 960 divisé par 2 ici. Sinon, les gens n'auraient pas compris pourquoi je faisais 1080 divisé par 4. Voilà, histoire d'être cohérent. Mais c'est exactement pareil. Mais tu peux le laisser à 50%, ça pose aucun problème. Hein. C'est vraiment pas grave. Voilà. Mais ce nombre de trucs, c'est très important d'optimiser, tout comme dans le line pass ici, les informations qu'il donne, par exemple, tu vois, pour chaque rayon diffuse, il envoie 128 rayons. C'est beaucoup trop. On peut réduire ce chiffre à quelque chose de beaucoup plus petit. Du coup, on divise les temps de rendu parfois par 7-8 pour une image complètement identique, quoi. Voilà, tout comme parfois on n'a pas besoin d'avoir les caustiques parce qu'il n'y a pas de transmission de lumière à travers du verre, par exemple. Les caustiques, c'est la transmission de lumière à travers un corps. Si vous n'avez pas de transmission de lumière, pas de verre, pas de peau, pas de trucs comme ça, vous n'avez pas besoin de caustiques, sauf si vous avez une concentration à un moment de lumière à un endroit. Mais vous pouvez vous permettre de désactiver les caustiques pour plein de trucs. D'autant plus qu'il y a une méthode pour en faire défaut. En plus, ça génère beaucoup plus de bruit. Et ça génère beaucoup plus de bruit, bien sûr. Alors, il faut savoir que Cycles est encore en train d'évoluer, puisque Cycles, c'est encore un moteur de rendu qui est encore jeune, et ce qui fait le succès de moteurs de rendu comme V-Ray ou Mental Ray ou ce genre de choses, c'est l'optimisation justement du nombre de rayons en fonction de ce qui doit être fait ou pas être fait. V-Ray, il a un système de light cache qui est fait pour ça. Il regarde justement au niveau du contraste s'il y a besoin de relancer des rayons ou pas, c'est adaptatif, donc ça s'appelle l'important sampling, ce genre de choses, et le développeur de Cycles est en train de travailler là-dessus. Dans la 2.66, il y a eu déjà pas mal d'améliorations là-dessus justement, notamment pour les objets autoluminescents, qui génèrent beaucoup moins de grains qu'avant. Ça va évoluer, il y a encore des recherches qui sont faites là-dedans. Il me semble que c'est déjà dedans, l'adaptative, mais uniquement en mode CPU. Alors il y a un truc qui s'appelle Multiple Important Sampling maintenant, j'ai découvert ça il y a 2 jours, et voilà, et ça c'est fait justement pour réduire le grain en fonction de ça. Mais sachez que toutes ces valeurs qui sont là-dedans sont des valeurs de base, mais elles ne sont pas forcément optimales. Voilà. Elles sont optimales pour avoir une belle image, si vous laissez par exemple 500 passes ou je sais pas quoi, mais elles ne sont pas optimales pour calculer en 2 minutes au lieu de 4 jours. Voilà, c'est juste ça. Donc si vous faites ça d'un point de vue purement hobbyiste, parce que vous aimez la 3D, et puis ça ne vous dérange pas de laisser tourner la machine de week-end, parce que vous êtes parti en week-end, et puis on a acheté des machines, il faut bien qu'elles bossent, c'est pas grave. Mais quand vous devez sortir des images parce que les plans, il faut les livrer pendant 3 jours, là, il faut commencer à s'intéresser à ce genre de choses. D'accord? Donc, je vais revenir sur mon incruste, qui est ici. Hop, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a une zone qui est verte, mais pas trop verte, mais encore, ça peut encore passer. On a ici une zone qui est beaucoup plus claire, ça va être beaucoup plus embêtant. Et Blender a proposé, au moment de la réalisation de Mango, des nouveaux effets, donc des nœuds, des petites boîtes comme ça, qui permettent de virer le fond vert pour le rendre transparent, et donc ensuite d'incruster autre chose derrière. Première chose à faire, lorsqu'on a une incrustation comme ça, il y a un paquet de trucs dans l'image qu'on n'incrustera jamais. Les bouquins, par exemple, d'accord, parce qu'ils ne sont pas verts, ou alors il faudrait les peindre en vert. Et donc Blender propose depuis quelques temps la possibilité de faire des masques vectoriels en utilisant un truc qui s'appelle le Movie Clip Editor. Et son boulot, ce truc-là, donc il faut le recharger, même topo, hein, voilà, sauf que là il a détecté automatiquement que c'était une séquence d'images. Oui, c'est 40 ici. Voilà. Ce truc-là, ça va vous permettre justement, je grossis un peu là, de faire des masques vectoriels, c'est-à-dire qu'à partir de là, vous allez, alors il faut regarder un peu comment est fait l'animation, je vais le mettre à partir de là, je ne vais pas l'animer, hein, c'est animable, mais j'ai pas envie de l'animer là. Voilà, donc on va mettre ça là.
Ok. Et on va créer un masque, voilà, qu'on appelle un garbage mate, normalement. C'est Alt-C, je crois. Voilà. Le garbage mate, c'est la découpe poubelle, quoi. C'est-à-dire, on fait ça en gros, au moins pour virer tout ce qui peut être viré sans l'incruste. Donc on regarde un petit peu comment il fait l'anime. Voilà. Là, on voit qu'elle est conscrite à l'intérieur du masque. Ça roule. Maintenant, ce qu'on peut faire derrière, une fois qu'on a fait ça, donc celui-là, on va l'appeler le super masque. On va trouver des noms. Et ici, on a la possibilité d'aller chercher un truc qui s'appelle le... Alors, excusez-moi, il faut que je le retrouve. Alors, quand je ne sais pas, je mets search et puis j'ai masque ici, voilà, masque. Voilà. Et je vais aller chercher mon super masque. Si je regarde ce qui me ressort, ce super masque, il me ressort ça. D'accord? Donc, ça veut dire que je pourrais à un moment, je me le garde dans un coin, hein, je pourrais à un moment dans mon compositing utiliser ce truc-là pour virer tout ce qui se passe autour. D'accord? On a, donc je le mets à gauche, là. Hein, c'est un peu... Pardon? C'est dans les inputs, je ne sais plus. Oui, il est là, voilà, masque, merci. Donc c'est ma poubelle, c'est à gauche. Ok. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher un node qui s'appelle le keying, qui se trouve dans Math, qui normalement, lorsqu'il a été développé par les devs de Blender, est censé me virer justement une bonne partie de mon fond vert en allant sélectionner voilà, ce truc-là. Et on va regarder avec la transparence. Voilà, ici. Donc, la nappe à carreaux derrière, là, c'est du transparent. D'accord? On a la possibilité, une fois qu'on a fait le premier color picking, c'est-à-dire qu'on a été sélectionné la couleur, on a la possibilité de changer la couleur. Alors, pourquoi je la changerais? Tout simplement parce que j'ai décidé de cliquer à droite. Mais le vert à droite, c'est pas le même que le vert de gauche. Si je veux essayer de trouver une espèce de vert intermédiaire, je peux balader mon curseur, vous voyez ici, et je peux déjà essayer de retrouver une valeur qui serait beaucoup plus adéquate et beaucoup plus médiane à tous ces éléments. Et déjà là, vous voyez, rien qu'en bidouillant, j'ai réussi à enlever pas mal de choses. Mais la limitation de ce système-là, et pour avoir fait des tests pendant le projet Mango, j'ai vite vu la limitation de ce node-là, c'est que dès que vous avez des zones semi-transparentes, comme par exemple ici, les contours des cheveux ou ce genre de choses, ça devient très très compliqué, d'accord, de dealer avec ce genre de trucs-là. Donc, il y a un autre système qui existe, mais qui du coup n'est pas implémenté dans Blender. Alors, on l'utilise surtout dans un autre logiciel de compositing qui s'appelle Nuke, qui s'appelle l'IBK Keyer, comme Image Base Keyer. Alors, suivez bien, vous allez voir, je vais essayer de le faire lentement pour que tout le monde comprenne bien comment ça fonctionne. C'est pas encore vraiment pareil. Le keying screen ne fait pas encore la même chose. Tu peux donner une image de référence, il va faire des analyses, mais il les fait pas super bien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre une autre image, qui est ici, et cette image, c'est... Je vais y arriver, si j'arrive à la trouver. Où est-ce que je l'ai mise? Si je fais ça, je la verrai mieux déjà. Pof, keying, je le cherche. Voilà. C'est le même, mais sans elle, en fait. D'accord? Alors, comme j'ai oublié de prendre la photo sans elle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux images dans l'anime, un coup avant, un coup derrière, puis il y avait juste le bras qui restait, donc on voit le coup de tampon, là. Voilà. J'étais pas très en forme ce jour-là, donc j'ai oublié plein de trucs. Mais Blender propose un truc qui peut être vachement pratique, qui est ce truc-là, vous allez voir, je vous le montre. Si on fait un mate 7 alpha, je le cherche, je ne sais plus s'il est long, je ne sais pas encore une fois, hein. Voilà. Ah oui, pardon, c'est le search de là. Voilà, 7 alpha. Si vous rentrez ce truc-là ici, que vous allez utiliser votre fameux masque de tout à l'heure pour le mettre ici, voilà ce que vous récupérez. D'accord? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais inverser ce masque pour virer non pas ce qu'il y a à l'extérieur, mais à l'intérieur. Donc pour ça, je vais dans Color, Invert, qui est ici, et je vais l'intervertir ici. Et je coche RGB. Pardon. Quand même, et puis qu'il y a une crise. Il y a un autre qui est assez pratique là-dedans, je vous montre, parce que... alors bon, là ça va être carrément moche, hein, parce que j'en enlève quand même un gros morceau. Mais ça peut être pratique, regardez bien, si vous utilisez le
keying, alors je ne sais plus s'il est dans keying, je m'y perds un peu, excusez-moi. Voilà le inPaint qui est là. Le but du inPaint, vous l'intercalez après, et quand vous augmentez la distance, regardez bien, il vous bouche le trou. En prenant en fait les pixels avoisinants et en les ramenant vers le centre. D'accord? Donc là, c'est un peu costaud hein, pour recréer le fond vert, ça je vous l'accorde. Mais si c'est juste un petit bout qui manque, ça peut être sympatoche, quoi. D'accord? Vous pouvez même, j'ai fait un test l'autre jour, vous faites un masque autour de sa tête, vous utilisez ça, il vous remplace la tête par le fond, il vous efface la tête en fait. D'accord? Et ça marchait assez bien, parce que comme c'était sur une petite zone, il a dupliqué les éléments du fond et ça marchait bien. Il avait retiré un bout de cou, puis il n'y avait plus de tête, quoi. La pauvre. Hop, ok? Donc, avec cet élément, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, et là je vais faire un petit peu de place, voilà. Je vais utiliser des outils qui sont très pratiques, qui sont ici, qui paraissent un peu abscons, mais vous allez voir qu'au final ça ne l'est pas tant que ça. Premièrement, alors, on a un histogramme qui se trouve ici, qui m'affiche rouge, vert, bleu, ou rouge, ou vert, ou bleu, et l'alpha, pour l'instant il n'y en a pas, donc j'en ai pas besoin. Un oscilloscope qui est ici, qui représente en fait l'évolution de gauche à droite de... Alors ça dépend les oscilloscopes, parfois c'est une voire deux lignes, parfois c'est un mélange de plusieurs, enfin une moyenne de plusieurs. Donc au niveau de la luminance, ou alors rouge, vert, bleu. On voit par exemple ici qu'il y a beaucoup plus de vert sur cette zone-là. Pour bien comprendre comment ça marche, imaginez une ligne qui va de gauche à droite comme ça, et ça représente l'intensité du vert. On peut se rendre compte que ici, voilà, je vais le rendre plus grand, on peut se rendre compte qu'ici, il y a du grain, ok, et puis d'un seul coup, poum, elle est là, donc il y a moins de vert, et puis pouf, ça reprend. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le vert est à ce niveau-là, et sur la droite, là où c'est le plus clair, le vert s'envole. Vous comprenez le principe? Il y a un autre outil qui est vachement pratique pour se rendre compte, c'est le sample line. Vous prenez ça, hop, et vous tracez un trait de gauche à droite. Ça vous montre en fait l'évolution ou de la luminance de gauche à droite, ou alors des RVB, et là ce qui m'intéresse c'est le vert. Regardez bien, là on voit clairement que c'est beaucoup plus clair à droite. Vous comprenez le principe? Donc c'est autant d'instruments qui vous permettent d'analyser l'image pour savoir ce qui s'y passe. Et sur la luminance, et donc ici, ou sur les rouges vert bleu, ou l'alpha. D'accord? Ça vous permet aussi de voir par exemple très facilement ici le taux de parasite que vous avez dans le vert. Si c'est un vert bien lisse, bien comme il faut, oups, voilà, du coup vous aurez une ligne quasiment droite, plus ça fait des igouigouis comme ça, plus il y a de grains dans le vert. Donc ça vous permet déjà de déterminer visuellement quel type de grain vous avez. D'accord? Il reste 10 minutes, je sens que ça va être un peu chaud. Voilà le principe, je vous explique. Si vous prenez donc cette information verte, qui est celle qui vous intéresse tout particulièrement, hop, alors attendez, si en plus je me paume, ça va pas être top. Ici, dans une image, les trois composantes rouge, vert, bleu sont liées pour l'instant. Mais j'ai la possibilité ici de séparer ces trois composantes qui sont là. Alors, je vais peut-être parce que sinon on n'aura pas le temps, s'il faut partir à 18h pile, je vais vous charger directement le truc complet, puis je vais vous l'expliquer. Ce sera beaucoup plus rapide. Et c'est là. Voilà. Ah, il y a un petit peu de monde, hein. C'est pour ça que... Youp. Ça, tout ce que je viens de virer, là, c'était pour faire briller le fond. Donc, déjà, c'est fait. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire... Jusque là, voilà, c'est intéressant. Et après, je vais virer des trucs, comme ça, ce sera plus facile à reconnaître. Pour vous montrer justement un peu jusqu'où on peut aller dans le compositing dans Blender et qu'on peut avoir des projets un peu plus complexes. Si j'ai le temps, je referai une vidéo chez moi qui explique le principe, mais pour les gens qui veulent se taper 1 heure de ça. Donc, je vais virer. Hop, je vais virer par bloc de 3000. Voilà. Donc, je vous explique le principe. On va avoir... Hop, je mets dans le micro. On va avoir 2 blocs. Donc ici, voilà. On prend l'image rouge, vert, bleu. On sépare justement la base dans un separator RGBA, qui est ici, qui va nous permettre de sortir le rouge tout seul, le vert tout seul ou le bleu tout seul.
Ce qu'on fait, alors vous voyez par exemple sur ce genre de truc, je vais vous en garder juste la moitié pour que vous puissiez voir ce que c'est, parce que au final ça paraît complexe comme ça. Enfin, c'est pour vous montrer comment, si on a l'idée mathématique dans la tête, on peut la refaire. Voilà, je vais virer tous ces trucs-là. Voilà. Rien que ce truc-là. Ce que je veux faire, c'est calculer en fait une moyenne, donc de ce truc-là, avec une moyenne, excusez-moi, entre le rouge et le bleu. Pour faire une moyenne, cours de maths de 6e, on additionne les deux éléments et on divise par 2 en fait. D'accord? Donc là, avec les nodes, je vais faire exactement ça. Je prends le rouge, je le mets dans un node multiply, et qu'est-ce qui rentre en multiplication? Je suis l'élément qui est là, c'est une valeur qui va valoir 0,5. Quand on multiplie par quelque chose par 0,5, c'est comme si on le divisait par 2. Ça va? Ensuite, je vais faire la même chose ici avec le bleu. Je le multiplie aussi par 0,5. J'aurais d'ailleurs pu mettre celui-là, c'est-à-dire la même valeur dans les deux. Tout le monde comprend le principe jusque-là? Et ensuite, j'ai un node add, donc qui fait une somme, additif, où je rentre la moitié du rouge et la moitié du bleu. Résultat, j'ai fait une moyenne des deux, quoi. J'ai fait l'un plus l'autre divisé par 2. J'aurais pu le faire comme ça aussi. Hein. D'accord? Mais ça me permet d'avoir ici une valeur que je peux changer, qu'il faut éventuellement changer. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais prendre le vert qui est là, et je vais venir soustraire donc, le vert par cette moyenne des deux. Et si je regarde ce que ça donne à la sortie, ça me donne ça. Hop, comment on fait déjà pour zoomer? V, Alt V. Voilà. Vous voyez le principe? Donc, ça va me permettre directement d'avoir ça, d'un côté, et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, avec ce truc-là, c'est-à-dire le fond, là, le clean plate, d'accord? C'est pour ça que j'avais les deux éléments du graphe en parallèle tout à l'heure. En fait, j'avais deux fois la même chose, et c'est pour ça que j'avais une espèce de gros bloc. Je vais vous le remontrer quand je vais recharger la scène. Hop, voilà. C'est pour ça que j'ai une espèce de gros bloc ici, qui va, vous voyez, dans les deux multiply ici, les deux additifs ici, les deux additifs ici, voilà, et deux subtract. Et au final, ce que je fais, c'est que je fais une division des deux ici. Qu'est-ce que ça va me faire? Regardez bien, c'est là qu'est toute la technique. Je vais vous brancher ça ici. Et je vais y arriver. Voilà. Ça va vous donner ça. Si on fait une moyenne des couches rouge et bleu, on fait une moyenne, excusez-moi, on soustrait cette moyenne au vert, on fait la même chose de l'autre côté, on obtient donc deux résultats. Si on divise l'un par l'autre, on obtient ce truc. Et vous voyez, il n'y a plus aucune disparité entre ce côté-là et ce côté-là. C'est ce qu'on appelle l'IBK-Keyer, le Image-Based Keyer. On se base sur l'image sans la fille, on se base sur l'image avec la fille, on fait tout un tas d'opérations comme ça au niveau des couches, et à la fin, on obtient du coup quelque chose qui, en plus, regardez bien, préserve bien mieux les détails des cheveux. Regardez bien ici, les détails, on les a là. Vous les voyez là? Alors que l'incrustateur proposé par les développeurs de Blender, il vous bouffait les cheveux, il vous faisait tout ce genre de choses. Si tu mets justement ta clean plate à la place du screen Ça te fera pareil parce que là le problème, si tu veux, c'est pas le problème des détails des cheveux. Déjà le problème c'est le fait que tu aies du vert clair à droite et du vert foncé à gauche. Ta clean plate. Si tu le mets dedans, Ouais. tu auras quand même le problème que les cheveux seront bleus parce que le despill ne marchera pas. Là l'intérêt, si tu veux, c'est que ça t'enlève le vert directement de l'élément. C'est-à-dire que les cheveux, là, si on continue le truc un peu plus tard, tu verras que les cheveux, en fait, n'ont déjà plus de vert. Parce que les zones semi-transparentes sont moitié les cheveux, moitié vert, vu que tu as le vert. Avec cette méthode-là, quand tu fais ça, tu enlèves le vert de l'image, dès le départ. Tu vois? Donc ça te permet, si tu veux, d'avoir quelque chose de beaucoup plus clean, et du coup d'avoir, si je le mets à la sortie ici, si je remets un viewer, c'est quoi? C'est clic bouton droit? Non, il y a quelqu'un qui dit shift bouton droit? Shift plus clic, et shift contrôle. Shift contrôle clic, Voilà. bouton droit, shift. Ah,
Ok, alors output viewer, hein. Allez. Shift contrôle. Shift contrôle et clic. Shift contrôle, clic gauche. Marche pas. Sur le nœud que tu veux afficher. Ah, sur le node. Sur le nœud que tu veux. Ah, comme il y en a un peut-être. Celui-là, et tu fais. Ah, Non, tu cliques dessus. Tu cliques dessus. sur ça? Non, sur le nœud. Sur le nœud. Ah, mais il me le met à perpète. Non, mais il a fait parce que t'en avais encore un. D'accord. Allez, je te l'accorde. Donc vous voyez, et vous avez des options qui sont vachement sympathiques aussi, qui permettent directement de flouter les bords, vous voyez, légèrement comme ça, avec plus ou moins de... Bon là c'est un peu too much, hein. Et directement de rendre les bords flous pour pouvoir justement l'incruster un peu mieux dans un truc à l'arrière-plan. Donc là j'ai pas le temps de vous faire tout le truc, c'était un peu complexe, de toute façon j'ai bien passé 5-6 heures là-dessus avant de tous les trouver, quoi. Mais du coup, alors ce qui est intéressant, je vous montrerai juste là-dessus et puis après le temps sera fini. C'est que pour pouvoir travailler sur le compositing de tout ce système, donc qui est un petit peu gros ici, on a différents éléments. Premièrement, on a les entrées, c'est-à-dire ici, là, donc ce qui a été tourné sur fond vert, ce qui n'est pas de la 3D. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, on a une autre scène ici, et cette scène, c'est quoi? C'est cette fameuse scène du disque qui est ici, vous le voyez, qu'on a calé tout à l'heure. Et en un seul projet, du coup, dans mon graphe de compositing, je vais pouvoir lui dire qu'on va commencer par aller calculer ce disque ici. Donc en fait, en un seul projet, il va calculer le disque, calculer la scène autour de la fille, faire les incrustes et tout compositer. D'accord? Regardez bien, si je lance un rendu ici, il est en train en fait de calculer d'abord le disque, tout seul, qui va rentrer en fait là-dedans. Ensuite, il va calculer le décor. Comment dirais-je? Ah, mais il n'y a plus rien. Ah, je ne suis pas dans la bonne scène, pardon, excuse-moi. Donc je le relance. Voilà. Donc il va calculer le décor d'abord. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe avec mon render layer qui doit être quelque part. Là, je sais même plus où je l'ai mis. Donc il va d'abord calculer tout ça. Il est là, je le vois. Donc il est en train de calculer ce truc-là. Ensuite, il va calculer juste le disque, qui est dans une autre scène à côté. Et ensuite, il va calculer l'incrustation, plus l'insertion du disque, plus l'insertion dans le décor qu'il y a derrière. D'accord? Et donc tout ça, ça se fait, vous voyez, avec des petites boîtes, des petites boîtes, des petites boîtes que vous empilez comme ça. Donc juste pour vous faire un topo, ça, c'est le travail sur le disque. Ça, c'est le travail sur l'incruste, qui va à peu près jusque là. Et toute cette partie-là, c'est le mix entre la fille et le fond et le disque. D'accord? Donc, le principe n'est pas compliqué, on ajoute des boîtes, on ajoute des boîtes, on ajoute des boîtes, sauf que quand on en a un pataquès comme ça commence à faire beaucoup, quoi. D'accord? Mais on a quand même la possibilité, regardez bien, par exemple, tout cet élément-là, qui est ici, avec ça aussi, ça m'a servi à faire l'incruste. Donc j'ai réglé le problème de l'incruste. Maintenant, ce que je peux faire, c'est faire un groupe de ce truc-là, vous voyez, c'est dans une boîte, et quand je ferme le groupe, tout mon pataquès se résume à ça. Donc maintenant, ça me permet de travailler sur des problèmes complexes en les décomposant en sous-problèmes, moins complexes. D'accord? On a aussi la possibilité, j'ai trouvé le raccourci l'autre jour pour faire ça, j'ai pas fait exprès. Genre on sélectionne ça, je crois que c'est CTRL-T pour faire un frame. Pas de groupe. J? Ah c'était peut-être J, oui, pour le frame. On sélectionne ça et on fait J. Et ouais, c'est CTRL-J, voilà. Et du coup, ça vous fait des espèces de trucs qui sont derrière comme ça. C'est pas des groupes, hein. Dans le Shift A, ça y est. Mais c'est Shift A. Tout est en dessous. Ah oui, dans le layout ici, oui, c'est ça. Mais du coup, l'intérêt, si tu veux, c'est que quand tu fais un frame, il se met pas à la bonne taille et il se positionne pas. Là, le fait de faire CTRL-J, il se met à la bonne taille et tout le bazar. Et là, tu vois, tu peux dire, ça, par exemple, c'est toute la partie incruste. Donc, tu vas l'appeler, voilà, tu vas l'appeler incruste, quoi. Voilà. Et là, c'est marqué incruste. Tu peux changer la couleur, custom couleur, voilà. Tout ça, c'est l'incruste, par exemple. Donc ça permet de ranger sa chambre, et du coup, cette espèce d'amas de trucs un peu moches où on comprend pas trop, on voit tout de suite où il faut aller pour faire les choses, quoi. Ok? Des questions par rapport à ça? Ouais, ta méthode d'incrustation du père, là, de Kelly, Ouais. c'est tout le temps la même chose. Pardon? Tu fais tout le temps la même chose. Alors tu fais tout le temps la même chose, sauf que, en fait, regarde bien, tout à l'heure j'ai dit que on avait en fait deux valeurs en entrée. Si j'arrive à le recharger, hop, voilà.
ce que j'ai mis en place tout à l'heure, il y avait deux valeurs ici, donc qui étaient à 0,5 pour faire la moyenne, d'accord? La moyenne du rouge et la moyenne du bleu. Le truc, c'est que pour avoir une bonne incruste, il faut pas... Parce que là, tu pars du principe que ton verre est un verre bien vert, alors que là, c'est pas vrai. Dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est que tu modifies ces poids ici pour trouver en fait la bonne incruste. C'est juste ça. Tout le système est identique, la seule chose que tu vas faire, c'est changer les poids qui sont ici là. En gros, tu peux faire un groupe une fois par avec les deux entrées. Tout le système de l'image base scaler, ça peut être le même, la seule chose que tu vas changer, c'est juste ça. Voilà. En fait, tu peux te faire le groupe. Tu peux te faire le groupe, t'importer le groupe et ensuite le relinker. Ouais. Parce que maintenant, dans Blender, on peut faire des groupes de compositing et les importer dans le graphe. On peut même faire des copier-coller maintenant. C'est-à-dire que tu peux charger une scène comme ça, tu vois, par exemple, tous ces nodes-là t'intéressent, tu crées une nouvelle scène, ici, il n'y a rien dedans, tu fais coller. Hier, ça a marché. Ouais, non. Je sais pas, hier chez moi ça a marché, j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V, ça a marché. Faut que tu mettes useNode. Ah, faut que je mette useNode, eh bien oui. Ah, merci, voilà, c'est bon. Bah, tu vois, tu peux t'en refaire plein, quoi. Donc tu peux avoir une scène avec que ton groupe, et du coup tu vas te chercher ton groupe. Du coup tu te fais une scène avec toutes tes boîtes à outils comme ça. Un pour la correction colorimétrique, un pour l'incruste, un pour machin. Et du coup tu le réutilises où tu veux après, quoi. Ça roule? Des questions? Oui. Au sujet du compositing, est-ce qu'ils ont prévu de mettre une preview? Alors, il y a déjà une preview, ce qu'ils n'ont pas encore remis, c'est le RAM preview, c'est-à-dire le fait d'avoir la preview de l'anime. C'est-à-dire que tu lances... Elle y était dans Blender 2.49, depuis qu'ils sont passés à la branche 2.5, ils l'ont toujours parfait, mais Sergei, le gars qui s'occupe essentiellement de ça, il a dit qu'il allait le refaire. Quand? On ne sait pas. Surtout que à ma connaissance, le movie clip qui est là, je ne dis pas de bêtises, non, le movie clip, on n'a pas non plus. Je croyais qu'il en avait, mais à un moment, il en a eu dans une version de dev, mais il l'a plus en fait. En ce moment, ils sont en train de refaire tous les systèmes de cache, c'est-à-dire le truc qui sont conservés en mémoire, si tu veux. Donc, il y a déjà, quand tu fais du montage, par exemple, dans le module de vidéo editing, il y a déjà un truc qui garde des images en mémoire là-dedans. Tu peux le déterminer dans les user preferences qui sont là, et là, dans système, il y a un truc qui s'appelle si j'arrive à descendre, le prefetch frame qui est là, et le memory cache. Donc ça, c'est le nombre d'images qu'il doit calculer en avance. Par exemple, tu n'as pas appuyé sur play, mais il t'en calcule déjà 200 en avance. Tu vois. Et ici, le memory cache limit, c'est il va garder 128 mégas d'images en stock. Là aussi, c'est pareil, tu vois, c'est une valeur minimale pour ne pas blinder la RAM des gens. Si tu utilises Blender pour faire du montage et que tu as 16 Go de RAM, tu montes ça à 12 000. Hein. Voilà, tu vois. De toute façon, tu peux mettre une valeur très haute, il ne dépassera jamais ce que tu n'as pas, quoi. Voilà. Sauf qu'à un moment, il va peut-être planter. C'est juste ça. Sachant que le monter avec Blender, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. C'est pour faire du clip ou des choses comme ça, c'est assez bien fichu. Hein. Donc voilà. Autre question? Oui. Juste le fait, parce que c'est une animation, enfin c'est... Alors là, justement, oui, là, ça peut être des séquences d'images, ça peut être des movies genre QuickTime, AVI, ce genre de choses. Et des images fixes si tu veux rajouter un logo, ce genre de choses. Tu peux importer n'importe quoi là-dedans. Mais du coup, le disque au départ, en fait, il n'est pas caché par le corps. Enfin... C'est ce que j'ai pas eu le temps de vous montrer en fait. Le disque, il a été composité un coup derrière, et puis d'un seul coup, un coup devant. Et en fait, il y a un node, je vous montre ça juste très rapidement. Il y a un node qui permet de faire ça. C'est un node qui s'appelle le switch. C'est-à-dire que, par exemple, tu as deux entrées. Tu vois, si je prends ça, par exemple. Et là, dans les layouts, on va savoir pourquoi ils l'ont mis dans le layout, d'ailleurs, ça n'a aucun rapport avec le layout, hein, mais bon, enfin pour moi. Hein. Ici, tu vois, tu as un node qui s'appelle on ou off et tu as switch. Et en fait, ça peut s'animer dans le temps. Donc du coup, tu vas avoir un graphe, tout un graphe qui composite le disque derrière, et puis un graphe qui composite le disque devant, et d'un seul coup, tu vas dire, bah voilà, par exemple, à l'image, je sais pas combien je suis là, oups, voilà, à l'image 30, tu vois, 40, qui est ici. Là, du coup, il va être switch devant, puis à l'image 41, tu mets une clé. Et tu vois, il va passer de l'un à l'autre, en fait. Donc, il va changer de graphe dans le mouvement, en fait. Voilà. Et c'est ce qui permet, justement, si on regarde... Là, je vais vous remontrer, du coup, l'anime finale, on terminera là-dessus. Render. Voilà, et you. Regarde ici, il est derrière. Donc il a été composité derrière, et d'un seul coup, hop, il est devant.
Voilà, c'est là que j'ai fait le switch en fait. Là, il est complètement devant. J'aurais pu, puisqu'on a vu le système des masques tout à l'heure, j'aurais pu détourer sa main, tu vois, pour faire des caches. On peut même peindre des caches, image par image. C'est un peu tricky parce que c'est pas fait pour ça, mais il y a une méthode pour le faire en fait. Où tu peux, image par image, avec le pinceau de Blender, peindre des caches comme ça et faire des caches pour les doigts sans vectoriel en fait. J'ai fait ça l'autre jour. Et du coup, tu vois, ça va permettre de... Là, au moins, le switch te permet de passer de derrière à devant, donc de là à là, juste avec un on-off en fait. Vous pouvez mettre un Z-combine aussi. Oui, mais Z sur quoi? La fille, elle est en 2D. Bah oui, justement. Ou alors tu la mettais sur une plaque. Non, mais le Z, tu le rentres à la main. Le Z, Ah oui, tu l'animes. Mais là, si tu veux, comme c'est pas un volume, ça aurait pas servi à grand chose. Mais parce que ça aurait été juste une plaque. Voilà. Mais si j'arrive à faire mes trucs, c'est-à-dire convertir elle à partir de vue en nuage de points, là, du coup, tu pourrais faire. Tu vois, c'est ce qui marche pas mal. Il y a des bibliothèques open source sur la photogrammétrie qui permettent de faire ce genre de truc. Donc voilà, à la fin, bah, ça vous donne ce genre de choses, quoi. Oups. T'as pas fait la musique? Non, mais je peux vous faire les bruitages à la bouche. D'accord? Voilà, merci de votre attention en tout cas.